Un document sur le code de conduite des enseignants soumis à l'appréciation des participants à un atelier qui a ouvert ses travaux ce mercredi. Précision dans ce journal. Le mardi prochain, les candidats au BPC session 2017 vont affronter les premières épreuves en moins d'une semaine. Responsables des établissements et candidats se préparent pour ces examens. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, mercredi 28 mars, 28 juin 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Après une année scolaire 2016-2017 perturbée du début jusqu'à presque la fin, les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC session 2017 seront face aux épreuves à partir du mardi 4 juillet prochain. À moins d'une semaine du début de ces examens, les préparatifs se poursuivent du côté des candidats, du public et du privé, en même temps du côté des responsables des établissements publics et privés de la capitale. À tous les niveaux, l'on s'est dit prêt pour ces examens. Le reportage est signé Ismaël Moumouni et Ismaël Abdoulaye. Le brevet d'études du premier cycle BPC session 2017, c'est dans quelques jours. À cet effet, les candidats s'activent de la plus belle manière avant d'affronter les épreuves écrites prévues le 4 juillet prochain. Les candidats demeurent optimistes et n'attendent que le jour J. Les préparatifs se passent bien. À l'école, nous sommes bien encadrés. Certains, si nous faisons beaucoup d'exercices pour nous entraîner. Nous sommes au taquet, c'est bon. Bien sûr, nous avons tout fini. Dans toutes les matières, nous avons fini. Ça fait à peu près un mois et nous ne faisions que des révisions. On se prépare bien. On est même prêt pour affronter le 4. On a fini tout le programme. Maintenant, on est prêt. On s'exerce bien. Grâce à l'appui de nos professeurs, on s'appuie bien. On comprend mieux aussi. Inch'Allah, ça va être. Les responsables des écoles publiques et privées sont confiants par rapport à leurs élèves vu l'exécution du programme. Nous, au niveau de l'administration, nous pensons que tout est fait prêt, dans la mesure où les programmes sont bouclés à 100% et dans toutes les matières. Donc, je vous le confirme en tant que chef d'établissement. À notre niveau, vraiment, on ne s'inquiète pas. On a la conscience tranquille, puisque nous savons ce que nous avons fait sur le terrain. Nous avons préparé suffisamment les élèves. Les programmes dans toutes les matières ont été exécutés à 100%. Donc je pense que rien ne leur manque pour affronter cet examen. Au niveau de notre établissement, vous le voyez, vous avez à le constater qu'on est en train de boucler la fin de l'année avec un deuxième examen blanc que nous sommes en train de faire. Donc on a commencé aujourd'hui. Et on compte délibérer le 1er juillet et on va laisser les enfants se reposer pour le 4 juillet. Je suis optimiste par rapport à mes candidats parce qu'on a bouclé le programme. Donc, de passage, je remercie le corps enseignant qui ont mis le paquet pour finir le programme vraiment dans un temps record malgré les perturbations des enseignants. Les organisateurs des épreuves du BPC doivent tenir compte des différents mouvements observés dans les écoles publiques afin de permettre une égalité des chances à tous les candidats. Bonne chance donc à tous les candidats aux épreuves du BPC session 2017. Restons dans ce domaine de l'éducation avec le secrétaire général du SINASEP. Le SINASEP, c'est le syndicat national des agents et fonctionnaires de l'enseignement de base qui a déposé une plainte hier sur le bureau du procureur de la République. Moukela Halidou s'est senti discrédité en même temps que son syndicat à travers des publications via le Facebook par certains abonnés identifiés. Précision dans ce reportage signé Asma Oseidou et Sadou Domi. En saisissant la justice, le secrétaire général du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'enseignement de base, SINASEP, voudrait à ce que justice lui soit rendue face à certains internautes qui l'accusent d'être fournisseur principal du ministère en papier RAM et disposant d'un quota dans le recrutement. L'accusé explique. Il faut dire que c'est des allégations
qui viennent de la cellule communication du cabinet du Premier ministre, puisque nous avons quand même pu identifier parmi ceux qui sont en train de fournir ces informations, ou j'allais dire ces publications sur le net, nous accusons d'être le principal fournisseur du ministère de l'Éducation nationale. Mais pire, il y a aussi une accusation extrêmement grave lorsqu'ils affirmaient dans leur poste que par rapport au recrutement à la fonction publique, que sur chaque recrutement concernant le ministère de l'enseignement primaire, que nous aurions des quotas que le ministère place des gens pour nous. Je crois quand même que c'est des accusations extrêmement graves qui ne peuvent pas rester impunies, et c'est pour cette raison que nous avons préféré amener cette affaire devant les tribunaux. Nous avons déposé une plainte au cabinet du procureur de la République afin que la lumière puisse être faite sur cette affaire, surtout que c'est des accusations qui ne concernent pas seulement la personne du secrétaire général du SINASEB, ça concerne d'abord sa personne, mais ça entache l'organisation, mais aussi ça met en jeu la crédibilité de l'État du Niger. Une tentative de discrédit sur sa personne et son organisation syndicale, estime-t-il. Lorsque on affirme qu'on peut donner des marchés à n'importe qui, n'importe comment, je crois que c'est extrêmement grave, en tout cas pour cette cellule, mais plus grave lorsqu'on estime quand même qu'on fait des facilités pour des syndicats, pour des syndicalistes, pour placer des gens dans les cadres de recrutement, c'est aussi grave. Et d'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour demander au procureur et même au président de la Halcia de prendre son courage en main et d'investiguer sur tous les recrutements qu'il y a eu à la fonction publique de 2000 à aujourd'hui pour voir véritablement ce qui s'est passé dans le cadre de ces recrutements. Mais pour l'instant, ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe le plus, c'est ces allégations, je l'ai dit, sur les réseaux sociaux. Nous avons déposé notre plainte. Ce n'est pas la première fois que nous déposons des plaintes, mais nous estimons quand même que pour une fois, quand même, le ministère public va donner une suite par rapport à cette question. Surtout que nous avons vu que récemment, sur la base de dénonciations, le ministère public s'est auto-saisi des dossiers et a quand même procédé à des interpellations pour justifier effectivement les informations à leur niveau. Donc nous fondons espoir et nous croyons à notre justice, nous croyons à ce que effectivement le ministère public puisse donner une suite favorable en tout cas à notre requête. Le secrétaire général compte beaucoup sur la justice pour que justice soit faite dans cette histoire. C'est l'un des titres de ce journal. La salle de réunion de l'ENDRAP a servi de cadre ce mercredi à un atelier d'échange et d'expérience sur le code de conduite des enseignants en matière du genre, une initiative du projet Next Niger Education and Community Strengthening financé par l'USAID. Le compte rendu avec Arieta Salla et Aboubakar Soleil. Le code de conduite des enseignants en matière de genre qui fait l'objet du présent atelier du partage d'expérience vise à développer la scolarisation des filles et assurer plus d'équité entre les filles et les garçons dans l'accès et le maintien des enfants à l'école. L'engagement de l'enseignant est un facteur indispensable de la promotion de la scolarisation des filles. Si l'enseignant n'est pas convaincu et du bien fondé du genre, tout effort pour maintenir une fille à l'école sera aussi vain. C'est conscient de ce fait que Plan International Niger, dans le cadre du projet NEX, a initié l'expérimentation du code de conduite des enseignants en matière du genre. Le code de conduite est un outil important dans le cadre de la promotion du genre et de la scolarisation des filles. C'est pour cela qu'il mérite toute votre attention. Votre engouement dans l'expérimentation de ce code de conduite doit se poursuivre et se consolider pour qu'à la fin du projet NEX, le ministère en face tient cet outil qui sera généralisé au bénéfice de l'école nigérienne. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation primaire a dans son discours d'ouverture décliné les objectifs de cet atelier. Pour accompagner les efforts du gouvernement dans le cadre de la promotion du genre, le projet NEX, financé par l'USAID, a étroitement travaillé avec les équipes du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, au niveau central comme au niveau déconcentré, pour expérimenter en 2016 le code de conduite des enseignants dans 4 écoles de la région de Dosso. Cette expérimentation a produit des résultats concluants et a suscité un engouement tant au niveau des enseignants que des acteurs communautaires.
Ces résultats concluants ont conduit l'extension de cette expérimentation à toutes les 150 écoles d'intervention du projet NEX. Au regard de la diversité des expériences vécues dans les zones d'intervention par les différents acteurs impliqués à différents niveaux, le projet a prévu donc d'organiser la présente rencontre pour promouvoir les échanges d'expériences sur le code de conduite, ensuite favoriser l'appropriation de ce code de conduite par les différentes parties prenantes. Les participants à cet atelier auront à enrichir le processus de mise en œuvre du code de conduite des enseignants sur le terrain. Il faut enfin rappeler que cette initiative émane du plan international Niger dans le cadre du projet NEX et est financé par l'USAID. On ne cesse d'en parler au Niger, c'est l'affaire dite d'uranium Guet qui a suscité et qui continue à susciter des réactions des différents acteurs. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui celle du président de l'ONG Agri-Humaine. C'est une ONG active dans le domaine des industries extractives basée à Arlita. Al-Mustafa Al-Hassan qui revient sur le processus même de la vente de l'uranium du Niger. On l'écoute. D'abord, pour vendre l'uranium, j'allais dire que chaque lot d'uranium qu'on exploite a un numéro. J'aimerais qu'on me dise les numéros de lots qui ont été vendus pour avoir des 100 milliards. Maintenant, la deuxième chose, on a trouvé où les 5000 tonnes qu'on a vendues. Elles étaient stockées à Niamey. Parce que si jamais 5 tonnes d'uranate sont stockées à Niamey, moi, c'est ça qui me fait peur en tant que protecteur de l'environnement. Moi, mon problème, ce n'est pas les 200 milliards. S'il y a 5000 tonnes, qu'on a vendu, mais on a trouvé où ces 5000 tonnes-là? Et c'est vrai, il faut se poser la question. Il ne faut pas seulement s'intéresser à l'argent. Aujourd'hui, je vous dis, d'ailleurs, l'uranium, on n'en profite pas. On a 50 millions de tonnes de stérile qui sont là à l'air libre. Et ça, c'est ce que Areva va nous laisser. Parce qu'Areva a créé des sociétés comme Soumaïr Cominac. C'est des sociétés pour protéger Areva. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Niger. Le Niger ne profite rien d'avoir créé Soumaïr au Cominac. Donc, si on a stocké 5000 tonnes d'uranium à Niamey et qu'on les a vendus après, moi je pense que c'est là qu'il y a les problèmes. Et j'appelle aux Nigériens de nous dire où est-ce que ces 5000 tonnes ont été stockées. La saison de pluie au Niger, particulièrement ici à Niamey, est une période favorable à la multiplication des moustiques et à l'accroissement du taux de paludisme. Le paludisme est une maladie qui fait beaucoup de dégâts au Niger. Pourtant, on peut éviter donc cette maladie, comme nous précise le médecin Dr Maman Sani dans ce reportage signé Nafisa Zakou. La saison hivernale rime avec ses lots de maladies. C'est le cas du paludisme qui est une maladie parasitaire causée par la piqûre d'un moustique appelé anophèle femelle. Le palud, c'est une maladie en tout cas qui a de graves conséquences sur le plan de la santé, surtout publique, chez la population générale et surtout chez les couches vulnérables, je voulais dire les enfants et les femmes surtout enceintes. Donc c'est vraiment une des premières causes de morbidité, c'est-à-dire une des causes de maladies, de consultations dans nos centres de santé ici au Niger, mais aussi l'une des premières causes de décès, n'est-ce pas, dans notre pays. Comment prévenir et traiter le paludisme? Le premier aspect de la prévention, c'est l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, ce qu'on appelle le MILDA. Mais aussi l'autre aspect de la prévention, vous savez, comme vous l'avez dit, nous sommes en période hivernale. Qui dit période hivernale dit effectivement de l'eau qui se stagne par-ci, par-là. Et cette eau-là qui va se stagner va constituer de véritables gîtes larvaires. En fait, les gîtes larvaires, c'est un endroit où le moustique peut prendre leur œuf et développer effectivement d'autres moustiques et qui vont se proliférer dans la nature. Alors, il faut combattre effectivement le développement de ces moustiques-là en détruisant les gîtes larvaires. Ce que la population doit retenir, dès que vous sentez un malaise, les gens connaissent évidemment la symptomatologie du paludisme, c'est des sensations fébriles, c'est des maux de tête, c'est des courbatures, c'est des myalgies, c'est des fatigues. C'est que vous ressentez ça, rendez-vous, vous allez vous rendre dans les centres de santé les plus proches. Il y a des instruments de laboratoire ou des tests de diagnostic rapide qui permettront à l'agent de santé de vérifier si réellement vous avez le palud. Il y a le traitement qui est efficace et qui est disponible dans toutes nos formations sanitaires. Les médecins appellent la population à se protéger contre le paludisme, surtout les femmes enceintes et les enfants qui sont les couches les plus vulnérables.
Merci Nafisa Zakou et donc pour ce reportage. Point final de cette édition. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.